Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter cette édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons parler des relations haïtiano-dominicaines. Et pour ce faire, nous avons le plaisir et la chance d'avoir avec nous Yves-Marie Chanel, qui est journaliste, entrepreneur et surtout un observateur des relations haïtiano-dominicaines depuis au moins les 30 dernières années. C'est donc un expert de la question que nous recevons aujourd'hui en tête à tête. Yves-Marie, quel plaisir. Bonsoir. Bonsoir, Mano. Oui. En fait, il m'est difficile de t'appeler d'une autre manière, en fait, vu la familiarité que nous avons entre nous. Et Absolument. merci de m'inviter à cette émission et bonsoir ou bonjour à toutes les auditrices, en fait, téléspectatrices oui, et téléspectateurs, auditeurs et auditrices. Je disais à notre ami Edwin Paraison que la dernière expérience qu'on a faite ensemble, enfin peut-être une des dernières expériences, mais la plus significative, c'était lors de la création du prix Jean-Léopold Dominique pour la liberté de la presse. On a travaillé sur ce projet de l'UNESCO, tu t'en souviens? Oui, oui. Absolument. Une belle expérience. Yves-Marie, on va parler d'une situation qui s'aggrave de jour en jour. D'abord, pour établir un tableau de la situation, euh, parlons d'abord et avant tout de cette vague de rapatriement, cette vague de rapatriement depuis le début de l'année. Si on fait une évaluation, plus ou moins, on serait à peu près à combien de rapatriés? Parce qu'on parle de milliers de rapatriés depuis le Je ne début vais de pas l'année. remonter au début de l'année, mais les derniers chiffres publiés par le Au le commissaire? service d'immigration de la République dominicaine Mhm. remonte à une semaine, à 10 jours, entre le 1er et le 12 octobre. Et il parle du rapatriement de près de 12 000 illégaux haïtiens et de l'arrestation de 18 000. En fait, je ne sais pas si au cours des séances d'épuration, ils ont décidé de relâcher les 7 000 autres ou bien si les 7 000 autres sont encore en instance de déportation. Mais à Mhm. date, on est environ à 12 000 rapatriés. Yves-Marie, il y a la raison officielle évoquée par les autorités dominicaines, qui est la question du statut illégal, etc., d'absence de statut en fait. Mais la vraie raison qui motiverait cette, comment je dirais, ce déchaînement, cette accélération des rapatriements, serait quoi d'après toi? Quelle serait la vraie raison? Je ne connais pas la vraie raison parce que je ne suis pas au cœur du gouvernement dominicain, mais on peut en fait travailler à partir de certaines hypothèses. Mhm. Par exemple, moi, je parlerais d'une cause récurrente euh, qui établit une certaine animosité dans les relations entre les deux pays qui induit des crises récurrentes, c'est le volet historique de la question. La question historique est en fait à l'origine même de la création des deux États. Et les rivalités qui ont toujours opposé la République dominicaine à Haïti, Mhm. Haïti qui a passé près de 30 ans à 23 ans à occuper, entre guillemets, la République Sous la dominicaine. gouvernance de Boyer. Oui, exactement. Donc maintenant, il faut remonter aussi à d'autres situations, comme le massacre de 1937 perpétré par le dictateur Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Et plus près de nous, avec Abinader, s'il faut parler de cette crise, on doit mettre sur la table la crise haïtienne. La crise, c'est aussi amplifié la crise entre les deux pays avec la crise haïtienne. En fait, on a enregistré une
réaction beaucoup plus agressive de la part de la République dominicaine après l'assassinat de Jovenel Moïse. Mhm. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, et la République dominicaine et le gouvernement du PRM, dirigé par Abinader, a pris des décisions pour contrôler, pour mieux contrôler ses frontières et rapatrier les Haïtiens à partir de la République dominicaine. Mais récemment, il y a eu des incidents qui se sont produits. Le premier incident que j'ai en mémoire, c'est l'invitation faite. En fait, avant même cet incident, je dois remonter à la crise du canal. Oui, parce que tu vas parler de l'investiture. Ouais, la crise du canal a entraîné une accélération de la crise avec la construction du canal sur la rivière Massac. Le gouvernement dominicain avait fermé ses frontières, les frontières terrestres, maritimes et aériennes. Et peu de temps après, 2 ou 3 mois après, ils ont rouvert l'espace aérien pour les vols à partir de Port-au-Prince. Mhm. Avec l'aggravation de la crise en juillet dernier, lors de la chute du gouvernement dirigé par le docteur Ariel Henry, ils ont à nouveau refermé l'espace aérien, éliminant les vols entre Haïti et la République dominicaine. Les consulats ayant été fermés depuis septembre 2023, donc il n'y a pas eu d'émission de visa et depuis septembre 2023, ce qui met dans une situation difficile plus de 400 000 Haïtiens qui auraient bénéficié de ces visas au cours de l'année antérieure, au cours de l'année 2023. Mhm. Donc maintenant, et récemment, en en juillet dernier, lors de l'investiture d'Abinader pour son second mandat, il avait invité le conseil présidentiel qui a refusé l'invitation, qui a refusé l'invitation sous prétexte que l'espace aérien était fermé et qu'il ne pouvait pas voyager en République dominicaine. Et ce refus a été mal interprété par l'opinion publique dominicaine qui a considéré ce refus comme un gifle de la part des gouvernants haïtiens. Mhm. Maintenant, peu de temps après, il y a eu la manifestation d'un groupe d'haïtiano-dominicains sous l'égide du groupe Reconocido Mhm. et qui scandait devant le palais présidentiel que si on ne nous reconnaît pas la nationalité dominicaine, Abinader ne l'est pas non plus parce que Abinader est d'origine libanaise. En fait, cette manifestation a fait couler beaucoup d'encre aussi en République dominicaine et cette manifestation a eu lieu en absence du chef de l'État qui était en voyage à New York, qui participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Mhm. Peu avant, il y a eu toujours dans la presse dominicaine des protestations de groupes ultranationalistes, particulièrement le groupe baptisé Antigua Orden, l'ordre ancien, ou d'autres groupes nationalistes dominicains. Et ils ont aussi, dans la presse, ils ont évoqué à plusieurs reprises la présence haïtienne, le poids de la présence haïtienne sur les services dominicains, notamment les services de santé, où les Haïtiens occupent 36% des espaces et des services dans les maternités et dans les hôpitaux, où ils parlent dans la province d'El Seibo. Aujourd'hui encore, ils ont publié des statistiques disant que les Haïtiens occupaient 80% des cas de maternité dans les hôpitaux de la province de Seibo. Et ils ont, à la veille de la rentrée scolaire en septembre, fait état de l'occupation des écoles dominicaines par les Haïtiens. Les Haïtiens qui représenteraient 7% de la population scolaire dominicaine avec 170 000 élèves dans les écoles publiques. Au point que le gouvernement avait annoncé qu'ils allaient subventionner à la hauteur de 500 dollars américains par élève dominicain qui ne pourrait pas assister aux cours dans les écoles publiques pour leur faciliter l'accès aux écoles privées. En fait, toutes ces dénonciations, toutes ces campagnes ont contribué à à une mise en place pour l'expulsion des Haïtiens. Et il y a eu une dernière manifestation
commandité par Antigua et Orden et des influenceurs et journalistes assez influents aussi de la République dominicaine. Et sur la place du drapeau, ce qu'on appelle la Plaza de la Bandera. Il y a 10 jours, et cette manifestation, et au cours de l'organisation de cette manifestation, le, le podium a été démantelé par les agents de la police. Et à ce moment-là, les organisateurs ont crié au scandale que les Haïtiens pouvaient manifester en République dominicaine sans problème et que les Dominicains ne pouvaient pas manifester. Ils ont accusé à ce moment-là Farideh Raffoul, qui est la ministre de l'Intérieur, qui était en voyage, au point que Farideh Raffoul a dû faire un tweet et demander à la police de remettre en place le podium pour éviter des problèmes, des affrontements et des troubles à l'ordre public. Un petit peu c'est la situation. Et Abinader, en, pré, en, en prévision de cette manifestation, 3 jours avant la manifestation, a organisé le conseil de sécurité, le Conseil national de sécurité, et avec les hauts dignitaires de l'armée, du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, et a décidé le rapatriement massif des Haïtiens avec un objectif de rapatrier 10 000 illégaux chaque semaine. Moi, au début, je pensais que ce chiffre-là était À gérer? inaccessible vu les limitations logistiques. Mhm. Mais quand même, ils ont pu, selon les chiffres qu'ils ont publiés, rapatrier près de 11 000 au cours de la première semaine. Là, on attend voir ce qui va se passer au cours de cette deuxième semaine. Mais quand on parle de rapatriement massif, ils n'ont pas voulu faire perdre la face au président en mettant beaucoup plus en accentuant sur les rafles. Et maintenant, ça aussi a ses conséquences sur le respect des droits humains et la façon dont les gens sont traités. Et la logistique aussi, on parle de la capacité des camions. Par exemple, les camions qui transportaient 30 personnes sont allés jusqu'à 50, 60 personnes. Et, on a presque doublé la capacité, la possibilité des camions. Mhm. Et il faut croire aussi l'espace qui est réservé dans les centres Détention de détention. Je ne parle pas de détention, provisoire, centre de détention provisoire, si on veut, je parle de centres de réception des des migrants, et il n'y a pas de lit, les gens sont entassés les uns sur les autres, des donc conditions il n'y inhumaines. a vraiment pas de conditions acceptables humainement pour que les gens passent 24 heures ou 48 heures avant d'être rapatriés. Le discours de l'extrême droite dominicaine ou la droite nationaliste ou la presse ou une certaine presse dominicaine, c'est la question de l'envahissement, l'invasion douce de la République dominicaine par les Haïtiens. C'est un discours que la droite, l'extrême droite à l'international, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, évoque ces derniers temps. Mais nous, ça a un arrière-goût différent pour nous, Yves-Marie, puisque c'est à peu près les mêmes explications fournies par l'administration du dictateur Rafael Leonidas Trujillo lors du massacre de 1937 avec en toile de fond l'occupation de Boyer, est-ce qu'aujourd'hui, comme le craignent certains secteurs, est-ce qu'il pourrait y avoir un massacre similaire? Je ne pense pas qu'il y ait une situation, peut se produire une situation similaire au niveau global. Mhm. Peut-être qu'on peut arriver à des incidents ou à des cas isolés, mais pas au niveau global en raison de la situation mondiale où il y a maintenant La conjoncture internationale ne s'y prête pas. la conjoncture internationale. Les temps ont changé aussi parce qu'il y a la circulation de l'information, il y a tout ça, la rapidité avec laquelle circulent les informations. Il y a aussi l'interdépendance qui existe entre les peuples, et particulièrement la dépendance dominicaine et haïtienne de la superpuissance des États-Unis, parce qu'en fait, Mhm. ce sont en fait 2 pays sous tutelle, mais avec un niveau
de, 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 de contrôle différents. Un niveau Et de contrôle, un niveau de considération aussi, en termes ouais. d'investissement et autre chose. Oui, parce que en fait, on est sur deux registres différents parce que ils ont quand même un État, ils ont une organisation, les institutions existent et fonctionnent. Donc, c'est comme leur donner une main levée. Les Mhm. Dominicains ont une main levée que les Haïtiens n'ont pas. Ils peuvent Absolument. organiser les Ne élections, serait-ce ils que ont dans les certaines. rapports avec les autres. Mhm. Exactement. Donc, nous, on est beaucoup plus contrôlés parce que on est considérés comme des enfants, des personnes qui ne sont pas. C'est un pays qui n'est pas en mesure de se prendre en charge. En fait, Mhm. c'est ce qui fait la différence. Mais en fait, les États-Unis contrôlent quand même à un certain niveau la politique et les élites de ces pays. Mhm. Et puisque tu évoques la question, aussi dans ces rapports de dépendance et de tutelle, il y a toute la marge que la République dominicaine se donne peut-être, ou bien a, ou que Haïti n'a pas. Je regarde les relations avec la Chine versus les relations avec Taïwan. Haïti, Taïwan est imposée, alors que la République dominicaine a d'excellents rapports et surtout avec beaucoup d'investissements de la Chine. Ils peuvent le faire, mais à certains niveaux, ils peuvent le faire, mais il faut croire que des fois, les dirigeants qui le font aussi, même du côté de la République dominicaine, sont punis. Bon, et Mhm. pour un exemple, les relations avec la Chine, ça a été l'œuvre du gouvernement du Parti de la Libération dominicaine, le gouvernement de Le Danilo Medina. PLD. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Danilo Medina? En fait, il y a eu la grande marche, la marche à Verde, organisée par des ONG, la société civile. On a monté aussi toute la contestation autour de la corruption. On a orchestré toute la bataille contre la corruption, ce qui a conduit normalement à la chute de Danilo Medina. Donc, Mhm. on vous le fait payer aussi d'une autre manière. Et c'est peut-être différent en Haïti. Il y a une ingérence qui est beaucoup plus directe en Haïti. Mhm. L'ingérence dominicaine, l'ingérence américaine en République dominicaine est beaucoup plus sournoise. Oui, on évoque, et tu l'as souligné tout à l'heure, on évoque la question du canal. Est-ce que, finalement, qu'en est-il? Est-ce que le canal continue d'être encore au cœur de cette espèce d'engrenage qui est bloqué entre les deux pays? Moi, je pense qu'il faut attendre la nouvelle saison de sécheresse là, pour savoir exactement où on en est-on avec le canal, parce que pour le moment, il y a eu des pluies depuis début mai, et donc il n'y a pas raison d'évoquer le canal parce que l'eau a continué à faire son chemin vers les plantations dominicaines à travers la rivière du Massacre. Donc, ils n'ont même pas activé les pompes qu'ils avaient installées en amont de cette rivière pour irriguer les terres à partir d'un canal secondaire construit à partir de l'Arbonne qui allait irriguer la région de la Vigie. Et maintenant, on ne parle plus du canal de la rivière Massacre, on ne parle plus de l'installation de pompes, on ne parle plus du détournement des eaux de la rivière du Massacre par les Haïtiens. Il faut croire aussi qu'il y a un aspect que je voudrais signaler, c'est que la question haïtienne, le rapatriement massif des Haïtiens peut être aussi un tape-œil. Et c'est comme il a été question aussi lors des élections. Les élections coïncidaient plus ou moins avec la crise du canal. Mais on a utilisé aussi la crise du canal et les mesures excessives prises à l'encontre d'Haïti pour gagner des sympathisants et gagner des voix aux élections. Ça avait marché pour le gouvernement Abinader, qui a d'ailleurs remporté ces élections avec 60% des voix. Maintenant, cette semaine et ces deux dernières semaines, ce qui fait la une en République dominicaine et ce qui a même déplacé la question des rapatriements, c'est la réforme fiscale d'abord et ensuite la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle prévoit un troisième mandat pour un président, mais Abinader ne pourra pas en bénéficier parce qu'il a renoncé lui-même de partir à la recherche d'un troisième mandat. Mais
ce qui provoque aussi des protestations au sein même du parti au pouvoir, c'est la réduction du nombre de postes au niveau de la Chambre des députés. Donc, ils veulent réduire le nombre de postes au niveau de la Chambre des députés. Donc, il y a des députés même du parti au pouvoir qui sont contre. Donc, la réforme constitutionnelle est en marche, mais ça ne devait pas donner beaucoup de fil à retordre pour être adopté, étant donné que le parti au pouvoir dispose de la majorité au niveau du Parlement. La réforme qui donne des problèmes et qui, dans les prochains jours, si elle est mal gérée, est la réforme fiscale. La réforme fiscale qui vient avec l'augmentation, la duplication des prix, et par exemple, je prends un exemple, les prix sur les vignettes pour les véhicules, qui augmentent les taxes sur les constructions, sur les habitations, sur le logement. Les taxes, en fait, par proportion, ils parlent de 5 000 pesos et de valeur d'une maison ces gens-là devraient payer à peu près 1 000 dollars américains par année comme taxe sur ces maisons. Et l'Association des constructeurs et en République dominicaine attire l'attention du gouvernement sur le fait que ces taxes vont avoir des influences sur la possibilité pour 6 Dominicains sur 10 de ne pas pouvoir être en mesure de disposer d'une maison décente. Maintenant, ça va réduire l'accès au logement et selon les taxes qui vont être imposées sur le secteur de la construction, ça va ralentir le secteur de la construction. Maintenant, il y a aussi des économistes qui parlent de l'impact sur les ménages, sur le pouvoir d'achat, avec une réduction de 20% sur le pouvoir d'achat des Mhm. Dominicains. Maintenant, Alors, ça a induit, mhm. même dans les quartiers riches comme Piantini, dans la capitale, des concerts de casseroles qui ont débuté au cours du week-end dernier. Maintenant, C'est-à-dire que le gouvernement a un ensemble d'enjeux euh, parallèlement auxquels il fait. au rapatriement. Et C'est les ça. rapatriements ne sont pas faits de manière gratuite parce que les rapatriements induisent aussi des coûts financiers en carburant et en mobilisation de la Oui. logistique. Mais je veux dire, par rapport à tout ce que tu présentais comme, comme topo général, il y a, comme c'est souvent le cas dans des situations de crise, il y a un certain nombre d'enjeux et on a l'impression que le gouvernement veut, Utilise en la manière question générale, haïtienne pour donner noyer la viande rouge à sa base politique. Et la viande rouge, c'est la question de l'immigration, c'est la question haïtienne. C'est l'impression que j'ai. exactement. Donc là, mais il y a encore d'autres, peut-être qu'ils n'ont pas, n'y avaient pas pensé que ces rapatriements aussi ont d'autres impacts Mhm, impact sur l'économie en termes de la disponibilité de la main-d'œuvre. Il y a une protestation des associations de planteurs de bananes mhm, qui réclament du gouvernement la légalisation ou l'octroi de permis à 15 000 travailleurs haïtiens parce que, en fait, pour produire cette banane qu'ils exportent à 80% en Espagne, ils nécessitent 20 000 bras. Et parmi ces 20 000 bois, il y a 15 000 ouvriers haïtiens. mhm, De même, dans le secteur de la construction, on a commencé à enregistrer des, des, des problèmes au niveau de la région du Cibao, de la région de l'Est, qui a une forte proportion de travailleurs de la construction et beaucoup d'ouvrages en construction dans l'Est, Punta Cana, Bavaro et métiers où il y a des hôtels en construction et des complexes d'appartements en construction. De même que dans le nord, où il y a un hôtel de 3 500 chambres en construction à Puerto Plata. Et dans le sud, à Barahona et à Pedernales, à Cabo Rojo et à Pedernales, où il y a le développement d'une nouvelle zone touristique, où il y a des hôtels où on doit construire plus de 3 000 chambres d'hôtel dans cette zone. Mais la majorité de la main-d'œuvre et la main-d'œuvre est haïtienne au mhm. niveau de ce secteur de la construction. Donc, à ce niveau-là aussi, il y a des réclamations qui sont faites par des associations. Ouais. Est-ce que, un peu ce que je disais d'ailleurs à la radio, euh,
il ne faut pas, dans le contexte actuel qui est extrêmement difficile, et on comprend la charge d'émotion que ça peut provoquer en voyant la manière de rapatrier les Haïtiens, les maltraitances, etc. Il ne faut pas oublier que l'amalgame, genre les Dominicains sont contre les Haïtiens, il y a à l'intérieur de la société dominicaine, à la fois pour des intérêts capitalistes, comme tu l'as évoqué, les agriculteurs, mais il y a aussi une société civile, il y a aussi une certaine presse qui relativise la situation. Donc, on n'est pas dans un monde noir et blanc. Il Euh, y a même des accusations qui sont portées contre des journalistes de Accento Comdo. Il y a des accusations contre Diario Libre qui sont accusés de journalistes pro-haïtiens et donc qui sont des traites à la patrie mm, par les secteurs d'extrême droite. Mais il y a aussi des gens, et ça je l'ai remarqué cette semaine, contrairement au temps passé où il y avait des déportations, il y a des gens qui sont montés au créneau dans les médias pour dénoncer certaines attitudes des agents de la migration particulièrement, mm, qui arrêtent procèdent à l'arrestation de gens qui disposent même de leur papier. Mais en fait, il y a dans ces situations des excès qui sont dus à une tendance des agents de l'ordre en République dominicaine à considérer les Haïtiens comme des tontos, comme le disent les Espagnols, des imbéciles, des gens qui ne sont pas intelligents. Les mm, tontos, c'est bouki chez nous, mm. et des idiots qu'ils peuvent à tout prix en fait soutirer de l'argent de ces gens. Donc cette tendance-là de certains membres des organismes officiels de sécurité existe depuis longtemps en République dominicaine. Donc, ils veulent toujours exploiter les Haïtiens qui ne peuvent pas et qui ne connaissent pas leurs droits et qui sont en situation irrégulière. Ça D'ailleurs, arrive assez souvent. Mais c'est un comme je dirais que les Haïtiens de ce niveau-là sont considérés comme une manne du ciel. Ça rapporte gros. En dehors même de ces, en dépit plutôt même de ces rapatriements massifs, il y a encore la traite des personnes qui continue. c'est ce que je voulais dire. La semaine dernière, on a arrêté un capitaine de la police avec deux jeunes Haïtiennes qui transportaient dans son véhicule en uniforme, Absolument. s'il vous plaît. Ensuite, la semaine dernière, au cours de cette semaine, on a arrêté 15 Haïtiens du côté de Barahona et dans un véhicule et on a arrêté 40 autres dans un autobus du J'ai côté vu de plusieurs vidéos. El Sebo. Et aujourd'hui encore, on a arrêté 35 Haïtiens dans un véhicule. Mais il faut voir aussi la manière que ces Haïtiens s'empilent dans ces véhicules pour essayer d'arriver dans les villes secondaires ou dans la capitale dominicaine. Malgré le rapatriement, ce qui attire encore l'attention, ce que je dois dire, c'est que les Haïtiens continuent d'aller en République dominicaine. Mhm. Et ce n'est pas un secret pour personne, les gens qui sont habitués à la frontière, en fait, ce n'est pas un secret de savoir que sur les 12 000 rapatriés, il y a encore une proportion, moi je ne peux pas encore donner de chiffres, mais ce ne serait pas étonnant si 50% d'entre eux feraient encore route vers la République dominicaine en payant le passage à pied de la rivière ou dans les montagnes. Mais, Par exemple, pour un soldat dominicain qui ne gagnerait que 40 000 pesos, à 60 pesos pour $1, donc ça ferait à peu près et 500, $600 américains mhm, par mois, mais qui pour une passe sur la rivière, ça coûte 500 pesos par personne. ouais. Et dans le temps, par exemple, c'était 50 pesos du côté de la baie de Mancenille par personne. Et si le soldat facilitait l'accès à 100 personnes par jour, ça lui ferait 5 000 pesos par jour. Donc, Parlons-en maintenant de diplomatie, Yves-Marie Chanel, et puisque... aujourd'hui, pour conclure, Mhm, il y a une montée aux enchères parce que les Haïtiens arrivent à payer jusqu'à 18 000 pesos mhm. et $300 américains pour arriver dans une ville secondaire comme Santiago ou Mhm. Mao.
Parlons-en maintenant de la diplomatie, puisque finalement, c'est ce qui va rester c'est ce sur quoi on va se rabattre pour essayer de trouver une solution à la crise. On a vu la sortie de l'ONU, d'organismes de l'ONU comme le Haut Commissariat pour les réfugiés. On a vu le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général de l'OEA, etc. Mais on a l'impression que la machine diplomatique ne bouge pas sur cette question. Bon, en fait, au niveau international, on ne peut pas s'attendre à une solidarité assez énergique. Et Mhm, la question de la migration, parce que il y a une crise migratoire mondiale. Il y a une crise migratoire mondiale et les pays sont méfiants à appuyer les pays producteurs de migrants. mhm, Donc, mhm, il faut bien être très réaliste sur la question. On ne va pas trouver l'appui nécessaire, l'appui énergique des autres pays. Par exemple, dans la Caraïbe, moi, j'ai assisté à la session du Conseil permanent de l'OEA la semaine dernière. Et les gens sont là, ils écoutent. C'était comme une session d'information. Ils écoutent, mais ils font des recommandations pour que les droits des migrants soient respectés, mais ne condamne pas les mhm. déportations, mais par exemple, le représentant de Panama est allé jusqu'à défendre les pays, le pays est hôte en parlant de la charge que représente la migration sur les services des pays hôtes. Oui, Maintenant, mais donc, la Jamaïque, on ne peut pas s'attendre à ce que la Jamaïque, Bahamas, Turks Caicos défendent la position ce sont de d'Haïti. toute façon des pays qui ont peur de vagues migratoires Exactement. qui pourraient arriver vers Les eux. pays se Euh, méfient et ont peur que la crise haïtienne propulse des migrants sur leur rive. mhm. Maintenant, à ce niveau-là, moi, je pense que la diplomatie haïtienne est quelque peu en panne. Parce que cette diplomatie, pour moi, a consacré par la démarche que j'ai remarqué au cours de ces dernières semaines, a consacré la dépendance d'Haïti. La dépendance d'Haïti par rapport aux puissances. Comment tu expliques ça? C'est-à-dire, parce qu'on a vu un coup qui peut être interprété qui a été interprété dans l'opinion publique comme un coup marquant, le fait que le gouvernement haïtien ait refusé, justement, tu l'as évoqué en début d'entrevue, ait refusé de participer à l'investiture des Abinader, demandant à ce que ça soit une mesure élargie, c'est-à-dire qu'on rouvre les frontières tout simplement. Est-ce que ce coup marqué par la diplomatie haïtienne a été mésinterprété ou surtout a été un mauvais calcul? Et les représailles. Mhm. Moi, je peux interpréter comme les déportations comme des représailles, comme faisant partie des représailles aussi, Très bien. incluant dans le package ce refus du gouvernement, je l'ai dit tantôt, Mhm. le refus du gouvernement et les manifestations, et ensuite un coup pour forcer peut-être le gouvernement à négocier d'autres aspects. Mhm. Parce que Et fondamentalement, qu'est-ce qui devrait être fait? il y a une diplomatie de terrain. Moi, je pense que à ce niveau-là, on est absent. Parce que la mission haïtienne en République dominicaine ne dispose pas de moyens pour documenter les cas. Mhm. Or, dans les assises internationales, la documentation des cas est importante. Or, Haïti ne peut pas se permettre de dénoncer dans des discours sans apporter les preuves. Il faudrait qu'il y ait des équipes de l'ambassade et des consulats. Ces équipes devraient être présentes dans les quartiers, dans les villes où il y a une forte présence haïtienne et présentes aussi dans les centres de récupération des personnes détenues et dresser des rapports, accompagner les gens aussi parce que avant d'être déportés, si les gens, par exemple, ont des acquis chez eux, ils Mhm. devraient être en mesure de pouvoir les récupérer. Mais les gens ne bénéficient pas de cette assistance. Mhm. Il y a une assistance à fournir sur le terrain.
Et il ne faut pas fermer la porte aux négociations parce qu'il faut négocier aussi de certains cas en prenant des arguments, en mettant des arguments sérieux par devant les autorités dominicaines. Je prends un cas, par exemple, celui des étudiants haïtiens. Je ne sais pas dans l'histoire du monde si ce n'est pas le seul pays à accepter des étudiants dans ces universités avec un visa de tourisme. Mhm. La République dominicaine l'a accepté depuis plus de 20 ans. Mhm. Maintenant, s'ils ont accepté la présence haïtienne, d'étudiants haïtiens dans les universités, il devrait être beaucoup plus, un peu plus de 15 000 pour le moment. Mhm. À un certain moment, on avait plus de 30 000 étudiants haïtiens dans les universités dominicaines. Mais ces étudiants haïtiens qui sont en République dominicaine ne sont pas là et avec des bourses d'études et gratuitement. Ils n'ont pas été admis gratuitement. Ils payent les universités, Et ils ça payent amène le beaucoup logement, d'argent à l'économie dominicaine. ils apportent de l'argent à l'économie dominicaine. Mhm. Et donc, s'ils sont là sur le terrain, le gouvernement avait commencé à négocier à un certain moment, pas ce gouvernement, mais avant sous le gouvernement de Jovenel Moïse, je crois, les visas d'étudiants et que le gouvernement dominicain émette des visas d'étudiants. Le processus avait commencé, mais a été suspendu à la suite d'un conflit entre le chancelier à l'époque, Claude Joseph, et le gouvernement dominicain. Ensuite, on a arrêté. Maintenant, s'il y a des étudiants qui sont encore présents sur le territoire dominicain, il ne faut pas les exposer à ces rapatriements par excès des agents et de l'immigration, parce que, en En, fait, avec la carte d'étudiant, ils devraient être en mesure de pouvoir circuler et fonctionner. en un Mais mot, Yves-Marie, en un mot, euh, la diplomatie haïtienne a failli. je ne dirais pas qu'ils ont failli, ils ont encore du temps devant eux, mais ils doivent faire quelque chose, ils doivent être beaucoup plus la diplomatie haïtienne doit être une diplomatie beaucoup plus active, proactive, Le terrain, comme tu as dit. sur le terrain, parce qu'il y a des intérêts à défendre. Des Absolument. intérêts au niveau des étudiants, des gens qui ont des investissements en République dominicaine, les travailleurs de la construction qui ont des emplois. Il y a des travailleurs au niveau du secteur agricole. Il y a des gens Il qui y a ont des enjeux fondamentaux on ne pour... peut pas laisser, on ne peut pas abandonner ces personnes-là. Absolument. Il y a à gérer, Mhm. on doit gérer la situation à deux niveaux. Il y a Mhm. les illégaux, on doit leur garantir une assistance pour leur rapatriement éventuel. Et ensuite, il faut gérer les gens qui sont sur le territoire pour une activité quelconque, Qui ont des statuts. d'un statut, exactement. Absolument. Maintenant, si on ne le fait pas, on met tout le monde à risque. Et Absolument. donc, moi, je ne sens pas cette présence-là. Et on Mhm. dirait que l'ambassade n'a pas les moyens non plus, parce que d'après les informations que j'ai, le dernier payroll de l'ambassade remonte à juillet et on est en octobre, hein. Et si les fonctionnaires de l'ambassade n'arrivent pas à payer leur loyer en Ouais, République ouais. dominicaine et à payer. C'est une gestion extrêmement précaire. Et Dans un contexte de j'ai crise, eu un oui. contact avec un diplomate qui m'a dit que 80% du personnel diplomatique est illégal. Mhm. Le personnel diplomatique à 80% est illégal parce que certains d'entre eux ne disposent pas d'un passeport diplomatique à jour et Mhm. certains d'entre eux ont été engagés avec un visa de tourisme, Incroyable. ce qui est anormal parce que normalement, pour engager quelqu'un dans une ambassade, on devrait Un avoir passeport des citoyens diplomatique. haïtiens qui sont un passeport diplomatique, Mhm. accréditation auprès du ministère des Affaires étrangères dominicain et ensuite dans le cas échéant, il y a des gens qui pourraient travailler, mais avec une résidence dans le pays d'accueil. Mhm. Yves-Marie, Et là, on va prendre dans une situation pour le moins compliquée. ouais. Yves-Marie, on va prendre rendez-vous régulièrement pour essayer de permettre à nos auditeurs, téléspectateurs, de suivre l'évolution de la situation en République dominicaine. Merci d'avoir été avec nous.